Old Frenchman. 9 décembre 2008, studio Warner Bros., Burbank, Californie. L'avant-première de Gran Torino bat son plein. Les flashs des photographes crépitent comme des éclairs dans la nuit. Steven Spielberg est là, Morgan Freeman aussi. Toute l'élite d'Hollywood s'est déplacée. Pourquoi tant d'agitation? Parce qu'à 78 ans, Clint Eastwood vient peut-être d'incarner son dernier rôle, le crépuscule d'une légende vivante. Le tapis rouge s'étire sur 60 mètres, bordé de 500 journalistes qui se bousculent pour arracher quelques mots au réalisateur. Clint avance lentement, costume noir impeccable, ce visage buriné qui raconte 40 ans de cinéma. Il s'arrête, sourit, pose, répond aux questions. Tout est parfaitement orchestré jusqu'à ce qu'il s'immobilise brusquement. Son regard se fige sur quelque chose au fond de la foule, derrière les barrières de sécurité. Puis, sans un mot, il tourne les talons et abandonne les 500 journalistes médusés. Ce qu'il vient de voir va faire trembler Hollywood sur ses fondations. Mais reculons de 6 heures, ce même après-midi. Derrière les barrières métalliques, là où la sécurité repousse les indésirables, un homme attend dans un fauteuil roulant. James Patterson, 64 ans, mais son corps en accuse 20 de plus. Le Vietnam lui a arraché les jambes en 1971. Les décennies suivantes lui ont tout pris. Sa femme, sa maison, sa santé, sa dignité. Il survit dans un centre pour vétérans à North Hollywood, partageant une chambre avec 3 autres fantômes de la guerre. Son allocation d'invalidité avalée par les médicaments qui maintiennent son cœur en marche. Pourtant, James a une raison de se lever chaque matin. Les films de Clint Eastwood. Pas n'importe lesquels. Ceux qui parlent de guerre, de rédemption, d'hommes brisés qui cherchent une dernière étincelle de sens avant la fin. Gran Torino raconte l'histoire de Walt Kowalski, vétéran de Corée rongé par la colère et les regrets, qui trouve un ultime but dans ses dernières années. James a dévoré chaque critique, visionné chaque bande-annonce. Ce personnage, c'est lui, sa rage, sa solitude, sa quête désespérée de signification. Ce film n'est pas un divertissement pour James Patterson, c'est un miroir qui reflète son âme fracturée. Sa fille, Lisa, 38 ans, infirmière qui enchaîne 2 emplois pour joindre les 2 bouts, a économisé pendant 3 mois pour louer un van accessible et conduire son père jusqu'ici. Elle sait qu'ils n'entreront jamais dans la salle. Les invitations sont réservées aux professionnels du cinéma et à la presse. Mais peut-être qu'en attendant près des barrières, son père pourra apercevoir Clint une seule fois, un seul instant. Ce serait déjà un miracle. Quand ils arrivent à 14 h pour une première prévue à 20 h, la sécurité leur ordonne de partir immédiatement. Cette zone est strictement réservée aux accrédités. Lisa supplie. Elle explique le Vietnam, les sacrifices, ce que représentent les films de Clint pour son père. Un agent de sécurité touché par son histoire les autorise finalement à rester tout au fond, là où ils ne gêneront personne, invisibles dans l'ombre des projecteurs. De sa position, James ne voit presque rien. La foule est trop dense, son fauteuil trop bas. Mais il entend les clameurs, aperçoit les éclats de flash, ressent cette électricité qui précède l'arrivée d'une icône. « Il est arrivé » demande-t-il sans cesse à sa fille. « Pas encore, papa », répond Lisa en consultant frénétiquement son téléphone pour suivre les arrivées. À 19h45, la foule explose. Clint Eastwood vient de franchir l'entrée. Travers le chaos des caméras et des journalistes en délire, Lisa aperçoit cette silhouette mythique. Grands cheveux argent, cette démarche assurée de quelqu'un qui a foulé 1000 tapis rouges. « Papa, il est là, Clint est là !» Sa voix tremble d'émotion. James tend le cou désespérément et essaie de voir à travers le mur humain devant lui. Tout ce qu'il distingue, ce sont des dos, des éclats de lumière, des mouvements flots. « Tu le vois ?» implore-t-il. Lisa se hisse aux pointes de pied, brandit son téléphone pour tenter une photo. « Il est trop loin, papa. Je suis désolé. Il y a trop de monde. » Quelque chose se brise en James Patterson à cet instant. Il a survécu aux balles dans la jungle, à 3 opérations chirurgicales pour sauver ce qu'il restait de ses jambes, à 40 années de douleurs fantômes et de cauchemars qui déchirent ses nuits, à l'effondrement lent de tout ce qu'il avait été. Il a survécu à tout ça. Mais être à 15 mètres de l'homme dont les films l'ont maintenu en vie et ne pas pouvoir le voir, ça, c'est la défaite finale. Une larme roule sur sa joue ravagée. Lisa la voit et son cœur se pulvérise. « Papa, pardon, je croyais qu'on pourrait... » « C'est pas grave, ma chérie, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. » Ce qu'ils ignorent tous les deux, c'est qu'au même instant, Clint Eastwood termine une interview avec Entertainment Today, planté au milieu du tapis rouge, cerné par les lumières et les caméras. Le journaliste l'interroge sur l'arc narratif de Walt Kowalski, sur la rédemption, sur comment trouver un sens dans les ténèbres.
Clint répond avec cette profondeur qui lui caractérise, expliquant que le film traite vraiment d'affronter ses démons avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, par-dessus l'épaule de l'intervieweur, travers une brèche dans la foule, il aperçoit quelque chose qui lui coupe le souffle. Un fauteuil roulant, tout au fond, derrière toutes les barrières, là où on a manifestement poussé quelqu'un pour faire de la place aux gens importants. Et dans ce fauteuil, un homme en veste militaire usée, le visage détourné, les épaules secouées par ce qui ressemble à des sanglots. « Excusez-moi », lâche-t-il à l'intervieweur sans attendre de réponse. Il se tourne de la caméra, tourne le dos aux lumières, abandonne les 500 journalistes et photographes qui se battaient pour son attention. Il marche droit vers les barrières métalliques, vers le fond de la foule, vers l'homme en fauteuil roulant qui entend fantasmer plus de 1000 fans de kibutsu dont il vient d'avoir conscience. La foule s'écarte désorientée, les journalistes échangent des regards ahuris. Steven Spielberg, depuis la section VIP, se penche en avant, intrigué. Les agents de sécurité se précipitent instinctivement pour intercepter Clint, craignant une menace. « Laissez-moi passer », ordonne Clint d'une voix calme mais sans appel. Il atteint les barrières où se trouvent James Patterson et Lisa. Les gens autour d'eux réalisent soudain qui s'approche et se mettent à hurler d'excitation. Les caméras pivotent, les reporters se ruent vers eux. Mais Clint n'a d'yeux que pour l'homme en fauteuil roulant, dont le visage est toujours détourné, et pour cette fille qui le fixe avec une expression de choc pur. « Monsieur », dit Clint, sa voix perçant le vacarme. « Vous êtes vétéran, n'est-ce pas ?» James Patterson tourne lentement la tête, incapable de croire ce qu'il entend. Quand il découvre Clint Eastwood debout à 1 mètre de lui, le regardant droit dans les yeux, sa bouche s'ouvre mais aucun son n'en sort. « Vietnam ?» demande Clint doucement. James parvient à hocher la tête. Clint observe les barrières, les agents de sécurité, l'absurdité de ces barres métalliques qui le séparent de cet homme. Puis il fait quelque chose qui sera diffusé sur toutes les chaînes d'information pendant des semaines. D'un mouvement étonnamment agile pour un homme de 78 ans, il enjambe la barrière et s'agenouille à côté du fauteuil de James. La foule suffoque, les appareils photos explosent en rafales. Les cadres de Warner Brothers parlent frénétiquement dans leurs oreillettes. « Comment vous appelez-vous » demande Clint, ignorant totalement le chaos autour d'eux. James parvient à murmurer « James Patterson, 1er bataillon, 9e marine ». « James », répète Clint en posant sa main sur l'épaule de l'homme. « Je vous remercie, monsieur, pour votre service. Vraiment. » James se met à pleurer. Pas des larmes discrètes cette fois, mais des sanglots difficiles à contenir qui secouent tout son corps. Lisa s'agenouille à côté de son père, les larmes ruisselant sur son propre visage. « Monsieur Eastwood, balbutie-t-elle, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente. Vos films l'ont maintenu en vie, surtout celui-ci. Il se retrouve tellement en Walt Kowalski. On voulait juste vous apercevoir un instant. On ne voulait pas... » « Depuis combien de temps vous attendez ici ?» l'interrompt Clint. « Depuis 14 heures, admet Lisa. » Clint regarde James, puis le fauteuil roulant, puis l'entrée de la première où 2000 personnes en smoking et en robe de soirée l'attendent pour lancer la projection. « James, dit-il, vous avez vu le film ?» James secoue la tête. « Non, monsieur, on n'a pas pu avoir de billets. On voulait juste être là où ça se passait. » Clint reste silencieux un moment, puis se tourne vers un agent de sécurité qui l'a suivi. « Trouve-moi David », ordonne-t-il, parlant de David Webb, le producteur du film. « Clint, la première est censée commencer dans 10 minutes, dit nerveusement l'agent. « Alors tu ferais mieux de trouver David rapidement, réplique Clint sur un ton qui n'admet aucune discussion. 2 minutes plus tard, David Webb se tient à côté de Clint près de la barrière, l'air stressé et perdu. Les interviews sur le tapis rouge se sont complètement arrêtées. Toutes les caméras sont maintenant braquées sur ce qui se passe dans ce coin reculé avec Clint Eastwood et le vétéran en fauteuil roulant. « David, dit calmement Clint, on retarde le début. »« Quoi ? Clint, on ne peut pas. »« On retarde le début, répète Clint, parce que James va voir ce film ce soir. Il va le regarder depuis le premier rang et je vais m'asseoir à côté de lui. On se comprend. » David Webb travaille avec Clint depuis assez longtemps pour savoir quand une discussion est inutile. Il hoche la tête et s'exécute. « David, j'ai besoin que tu découvres dans quel centre pour vétérans est James et quelle est sa situation. Tu peux faire ça. » David regarde Lisa qui pleure maintenant ouvertement. « Oui, dit-il, je peux faire ça. » Ce qui se passe ensuite deviendra l'un des moments les plus commentés de l'histoire des premières hollywoodiennes. Clint ne se contente pas d'obtenir un siège pour James Patterson dans la salle. Il pousse personnellement le fauteuil roulant sur toute la longueur du tapis rouge, devant les photographes, devant les journalistes, devant Steven Spielberg, Morgan Freeman et toutes les célébrités présentes.
Les cadres de Warner Bros. Se précipitent pour réorganiser les places du premier rang. Lisa marche aux côtés de son père, incapable de croire que tout ceci est réel. Arrivé à l'entrée du théâtre, Clint s'arrête et s'adresse à la foule de célébrités et de journalistes. « Mesdames et messieurs », annonce-t-il de cette voix qui porte l'autorité naturelle de Clint Eastwood, « voici James Patterson. Il a servi au Vietnam avec le 1er bataillon 9e Marine. Il a vu des choses qu'aucun d'entre nous n'a vues. Il a sacrifié ce qu'aucun d'entre nous n'a sacrifié. Et ce soir, il va regarder ce film depuis le premier rang, parce que si quelqu'un mérite de voir l'histoire d'un vétéran qui trouve la paix, c'est bien un vétéran qui l'a cherché depuis 40 ans. » Le public de la première, cette foule hollywoodienne si blasée, si difficile à émouvoir, explose en applaudissements. Mais ce ne sont pas des applaudissements polis et obligatoires. Les gens se lèvent, certains pleurent. Clint pousse James dans le théâtre et positionne son fauteuil au centre du premier rang. Il s'assoit juste à côté de lui. Lisa prend place de l'autre côté de son père. « Vous êtes prêt ?» demande Clint à James. « Je ne sais pas quoi dire » murmure James. « Vous n'avez rien à dire. Regardez juste le film. » Pendant les 2 heures qui suivent, Clint Eastwood reste assis dans ce théâtre, regardant un film qu'il a réalisé et dans lequel il joue, mais son attention se porte surtout sur le visage de James Patterson. Il observe le vétéran réagir à chaque scène, le voit tressaillir pendant les moments de violence, hocher la tête quand Walt Kowalski lutte avec son passé, pleurer pendant l'arc de rédemption. Quand le film se termine, le théâtre explose en ovations, mais James n'applaudit pas. Il fixe l'écran, en train d'absorber ce qu'il vient de vivre. Clint se tourne vers lui. « Qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Il le regarde avec des yeux rouges et gonflés. « C'était moi, » dit-il simplement. « C'était toute ma vie. La colère, la solitude, le sentiment d'avoir survécu à la guerre mais d'être mort quand même. Mais la fin ?» Il s'interrompt, cherche ses mots. « La fin m'a donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. »« Quoi donc ?» demande Clint. « L'espoir, » répond James. « L'espoir qu'il n'est pas trop tard, que je puisse encore compter. » Clint pose sa main sur l'épaule de James. « James, vous avez toujours compté. Certains d'entre nous avaient besoin qu'on nous le rappelle pour vous remarquer. » Après la projection, lors de la réception que Clint quitte rapidement, il prend David Webb à part. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Clint. « J'ai besoin que tu découvres tout sur la situation de James au centre pour vétérans, soins médicaux, logement, tout. Et j'ai besoin que tu établisses discrètement un fonds qui couvre les manques. Pas de publicité, pas de reportage. Assure-toi juste qu'il ait ce dont il a besoin. » « On parle de combien ?» demande David. « De tout ce qu'il faudra. Et David, renseigne-toi sur les autres vétérans dans des situations similaires. Je veux savoir combien de James Patterson existent là-bas, incapables même d'aller à une première de film. » Au cours des 3 mois qui suivent, Clint travaille avec des organisations de vétérans pour identifier ceux qui passent entre les mailles du filet, ceux qui vivent dans la précarité, qui n'ont pas accès aux soins adéquats, qui souffrent d'isolement. Il finance discrètement un programme d'assistance et de reconnexion pour les vétérans de la région de Los Angeles. James Patterson devient le premier bénéficiaire, mais il est loin d'être le dernier. Clint organise le déménagement de James, qui quitte le centre collectif pour un petit appartement avec tous les équipements d'accessibilité nécessaires. Il finance les traitements médicaux que l'allocation de James ne couvre pas entièrement. Il lui trouve même un travail à temps partiel comme consultant sur un documentaire sur les vétérans qu'il produit. Mais surtout, Clint visite James régulièrement. Pas avec des caméras, pas avec des communiqués de presse, juste des visites tranquilles où 2 hommes qui ont tous les 2 joué des soldats en écran et dans la vie peuvent parler de sacrifice, de survie et de ce que ça signifie de trouver un sens après le traumatisme. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» confie Clint à David Webb quelques mois plus tard. « L'arc de rédemption de Walt Kowalski ne fonctionne que si des gens comme James Patterson peuvent avoir leur propre arc de rédemption. C'est facile de faire un film sur un personnage qui réapprend à se soucier des autres. C'est plus dur de le faire dans la vraie vie. » L'histoire de Clint arrêtant sa première pour James Patterson fait les gros titres. Même si Clint tente de rester discret, les images de lui poussant le fauteuil roulant sur le tapis rouge deviennent iconiques. Mais la plupart des gens n'ignorent l'aide silencieuse qui a suivi, les visites régulières, le programme plus large qui a émergé. James Patterson a vécu encore plusieurs années après cette soirée de première. Durant ces années, il renoue avec son fils dont il était séparé, devient bénévole dans un centre pour vétérans et raconte à qui veut entendre l'histoire de cette nuit où Clint lui a rappelé qu'il avait encore de la valeur. Quand James décède en 2015, Clint assiste aux funérailles. Dans son éloge, il déclare « James m'a appris que les films ne comptent que s'ils se connectent à des vies réelles.
Walt Kowalski a trouvé la rédemption dans un scénario que j'ai écrit. James l'a trouvé dans la vie qu'il a vécue après notre rencontre. L'une de ces histoires compte plus que l'autre. Le programme d'assistance aux vétérans que Clint a discrètement établi après avoir rencontré James a aidé plus de 3000 vétérans dans la région de Los Angeles. Il est financé par les droits d'auteur de Gran Torino et d'autres films de Clint Eastwood. La devise officielle du programme, jamais publicisée mais connue de ceux qui y travaillent, est « Plus personne n'attend au fond ». En 2016, une petite plaque a été installée au studio Warner Bros. Près de l'endroit où les tapis rouges est installé pour les premières. On peut y lire « À la mémoire de James Patterson, USMC, et de tous les vétérans qui nous ont rappelé de regarder au-delà des barrières ». 9 décembre 2008. L'histoire de cette première nous rappelle que l'héroïsme ne se limite pas au rôle que l'on joue en écran. Parfois, c'est dans le moment où l'on arrête de jouer et où l'on commence à vraiment voir les gens que l'on était trop occupé pour remarquer. Clint Eastwood aurait pu terminer son interview, entrer dans sa première et profiter de son moment de célébration. Personne ne l'aurait blâmé. Il l'avait mérité après 60 décennies de carrière. Au lieu de cela, il a vu un vétéran pleurer dans un fauteuil roulant et il a fait un choix qui ne lui a coûté que du temps, mais qui a tout signifié pour un homme invisible depuis trop longtemps. Gran Torino a rapporté plus de 260 millions de dollars dans le monde. On le considère comme l'un des meilleurs films de Clint Eastwood. Mais demandez à Clint quel est son moment de fierté concernant ce film et il vous parlera d'une première qui a commencé avec 40 minutes de retard parce qu'il a refusé de laisser un autre vétéran attendre au fond.